Bonjour, très ravi de vous retrouver, très nombreux notamment à nous suivre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom, l'émission de décryptage et d'analyse de l'information qui vous permet, vous, téléspectateurs, d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Et dans ce numéro de Starcom, il faut le dire que le président de la République, dans un décret pris lundi dernier, a convoqué les Guinéens pour notamment le dimanche 1er mars prochain au référendum constitutionnel. Ce scrutin rejeté par le FNDC qui regroupe en son sein des partis politiques et membres de la société civile sera couplé aux législatives qui étaient pourtant initialement prévu pour le 16 février. Ainsi, à la date du 1er mars 2020, les Guinéens devraient donc être aux urnes, aussi bien pour se choisir des députés, mais également pour donner leur avis sur le projet de nouvelle constitution. Ces couplages, s'il y en a, il faut poser la condition à la date du 1er mars, devraient être et envers contre le Front national pour la défense de la Constitution qui reste farouchement opposé contre tout projet de changement de la Constitution en perspective. Et dans cette émission Starcom, nous, on pose le débat. Comment réagit-on à l'annonce du report de la date des élections législatives dans les différents QG politiques du pays? Quel scénario faut-il s'attendre pour la suite des événements dans la crise politique autour de l'organisation des élections législatives couplées désormais au référendum constitutionnel? Également, comment accueille-t-on cette nouvelle de report au sein du FNDC? Il faut dire que le Front national pour la défense de la Constitution qui reste engagé contre ce projet de nouvelle Constitution. Autant de questions que nous tenterons de répondre dans Starcom qui reçoit aujourd'hui pour vous Dr Faya Milimono, président du parti Bloc libéral. Docteur, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. C'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour ou bonsoir aux fidèles auditeurs selon l'endroit où vous vous trouvez. Alors, docteur, avant de parler l'aspect politique de cette émission, on va revenir notamment sur l'un des sujets qui a retenu l'attention en Guinée. C'est cette vidéo qui a fait susciter beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Une dame transformée en bouclier par des agents de la police. Quelle est votre lecture là-dessus? C'était une vidéo choquante. Nous l'avons vue et nous avons réalisé réellement jusqu'où notre pays est descendu aujourd'hui très bas. Et nous nous rappelons en 2010, en 2008, après la prise de pouvoir par le CNDD, les partenaires au développement ont englouti beaucoup de fonds pour faire la réforme de nos forces de défense et de sécurité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les efforts qui ont été fournis durant cette période sont aujourd'hui réduits à néant. Tous les efforts ont été réduits à néant parce que les forces de défense et de sécurité que nous avons aujourd'hui ne sont pas républicaines. On est venu tribaliser et la police et la gendarmerie et, n'est-ce pas, la défense nationale. Au sein de ces corps, eh bien, il faut faire sa petite enquête pour comprendre que c'est complètement du népotisme. Et donc, beaucoup de ceux qui agissent n'agissent pas en républicains, ils agissent, n'est-ce pas, en envoyés tribaux pour défendre un pouvoir tribal. Voilà ce qui fait que nous vivons des scènes comme celle que vous êtes en train de décrire. C'était la première quand même une dame que nous voyons un choc que ça utilisée en bouclier. Nous avons été
pour le FNDC du côté de la famille de cette femme pour l'encourager, pour compétir à la douleur que cette dame a ressentie. Et nous avons profité pour visiter toutes les autres familles, n'est-ce pas, qui ont perdu un membre durant sa manifestation. Parlant de cette vidéo, quand même, qui est l'expression d'une certaine exacerbation des violences en Guinée et du mauvais comportement des agents de sécurité, il faut dire que les autorités, à travers le ministère de la Sécurité, ont annoncé l'ouverture d'une enquête et, dans une sorte de vitesse de l'éclair, on a mis la main à un présumé coupable, comparativement à ce qu'on a en Guinée, comme notamment dossiers sensibles qui restent non élucidés. Est-ce que, en tant qu'homme politique, on peut se satisfaire de l'engagement de l'État à notamment faire la lumière sur ces crimes? Nous avons vu une vidéo circuler dans laquelle un certain Lamaranaba, policier, je crois que dans la vidéo dont vous faites mention, il y avait 4 agents qui étaient là et qui avaient utilisé donc cette dame comme bouclier. Mais comme on est habitué à la manipulation tribale dans notre pays, on a présenté un monsieur qui s'est appelé Lamaranaba et puis on ne sait plus les autres. Où sont-ils? Vous pensez que ça c'est politique? C'est du théâtre, c'est du théâtre. Non, mais quand même, docteur, il y a un début d'engagement de la part de l'État. Écoutez, un début d'engagement, c'est lorsque un jour, il sera établi hors de tout doute que les 4 que nous avons vus dans la vidéo, on peut les trouver. Dans la mesure où on a mis la main sur Lamaranaba, alors on devait savoir qui sont les 3 autres. Vous comprenez? Mais je ne crois pas qu'on ait encore parlé des 3 autres. Alors donc, si on veut faire une enquête, on ne fait pas du théâtre. Ce n'est pas à la télé qu'on fait l'enquête. On ouvre une enquête, on cible les personnes susceptibles de nous apporter un éclairage sur un événement, et bien nous allons sereinement poser les questions, n'est-ce pas, aux personnes. D'ailleurs, c'est dangereux de voir une personne exposée devant caméra, des visages découverts pour dire c'est monsieur tel qui a pris une femme comme bouclier. Il y a la présomption d'innocence normalement aussi. Alors, pour moi, c'est du théâtre, tout ça. Ça, c'est pour dire qu'on est en train de faire quelque chose, alors qu'en réalité, rien n'est en train d'être fait. Alors, docteur, si vous permettez, on va aller avec cet élément de reportage. Il faut le dire que sur la situation qui prévaut en Guinée, les acteurs de la société civile ont donné leur point de vue sur certaines situations, notamment qui qualifient la crise politique. On va aller avec cet élément de reportage qui s'intitule notamment « Le point de vue de certains acteurs de la société civile sur la crise en Guinée ». Face à la crise politique guinéenne, des acteurs de la société civile s'étaient presque fondus dans le silence. Certains commencent à clarifier leur position. C'est le cas de Amara Keïta, qui dit avant tout regretter la manipulation de la jeunesse guinéenne, l'ethnostratégie et les violences à l'occasion des échéances électorales. Une situation qui, selon lui, est entretenue par les promoteurs du projet de nouvelle constitution ou de 3e mandat en Guinée. Ils agissent comme si c'est eux qui ont inventé ce pays-là. On se doit de demander pourquoi à chaque fois nous luttons avant, après et pendant les élections. La jeunesse guinéenne est la plus grande victime de ses gouvernants. Il est important de rappeler que toutes les crises graves que la Guinée ait connues ont pour origine l'accession ou le maintien d'un chef quelconque au pouvoir politique en Guinée. Nous les jeunes, nous devons être conscients que le problème de ce pays ne peut plus être résolu avec les mêmes personnes et les mêmes idées. Quelqu'un qui ne tire pas les leçons du passé est condamné à reprendre les mêmes bêtises. Déplorant les nombreux cas de mort par balle enregistrés depuis le début des manifestations politiques, ce jeune activiste accuse le non-professionnalisme des services de sécurité dans le maintien de l'ordre public en Guinée. Une situation qui, selon lui, est à l'origine de nombreuses bavures policières. Comment croire quand ils nous disent que la jeunesse est leur priorité? Comment les croire quand ils nous tuent pour un pouvoir éphémère sans justice? Il n'y a aucun secteur où la Guinée est hyper excellente dedans. Et ce, malgré l'espoir suscité de ce 3e régime à la tête du pays. Nos élites actuelles sont en train de semer de la discorde et entretenir le chaos, tout en utilisant l'argent du peuple pour acheter la conscience de ceux facilement influençables. La jeunesse guinéenne doit savoir que le concept du bon moment n'existe pas. C'est pourquoi on doit profiter de l'instant présent.
La liberté, ça ne se négocie pas, ça s'impose. Le renouvellement de la classe politique est l'une des attentes de Amara Keïta, ajoutant que depuis l'indépendance, ce sont toujours ou presque les mêmes copains et leurs familles qui dirigent la Guinée. C'était la réaction des activistes de la société civile qui s'expriment notamment sur l'utilisation à outrance des jeunes par les acteurs politiques à leur fin et que par la suite, rien n'est envisagé pour cette jeunesse guinéenne qui est pourtant l'avenir de ce pays. Docteur, vous venez de suivre cet élément, quand même ça en dit long par rapport aux reproches faits désormais à vous, les acteurs politiques, en ce qui concerne l'utilisation des jeunes qui parfois ne sont pas conscients du danger des enjeux politiques. Dans le reportage, il apparaît clairement que ceux qui sont en train de s'adonner à ce jeu, c'est ceux qui veulent acheter des consciences pour se maintenir au pouvoir. J'ai écouté Amara, un jeune qui regarde la Guinée comme nous la voyons aujourd'hui, dans un grand désespoir de voir des gens qui hier sont sortis à la télévision, sont venus devant les caméras, des radios, etc., etc., pour dire des choses dont le contraire est en train d'être fait aujourd'hui. Cela dans une manipulation grossière et qui utilise au premier rang, n'est-ce pas, les jeunes. Et je crois que c'est un message fort qui vient des jeunes, hein, comme vous l'avez constaté, et qui devait, à mon avis, être entendu par la jeunesse. Je crois que c'est quand un leader politique n'a pas de projet qui tombe dans la manipulation des ethnies, dans la manipulation des jeunes, dans la manipulation des femmes. Le professeur Alpha Condé, depuis 10 ans, tous les mandats sont pour les jeunes. Mais les grandes victimes de la Guinée sont des jeunes aussi. Les plus pauvres de la Guinée, ce sont des femmes aussi. Pourtant, il a dédié son premier mandat aux femmes et aux jeunes. Son deuxième mandat, le dernier mandat aux femmes et aux jeunes. Et il veut faire croire que celui qu'il pourrait obtenir maintenant, ça sera pour de vrai. Il n'y aura pas un autre mandat. Voilà le problème. Je crois que toutes les manipulations qu'on est en train de voir aujourd'hui, pousser les ethnies les unes contre les autres, pousser les jeunes les uns contre les autres, les femmes les unes contre les autres, tout ça c'est une manipulation grossière sous fond, n'est-ce pas, de corruption pour amener effectivement à imposer une volonté. Non, mais parlant de manipulation, est-ce que vous également, de l'opposition, vous ne manipulez pas? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une sorte de rétrospective, notamment sur les victimes de ces manifestations politiques, derrière lesquelles vous, acteurs politiques, vous êtes, il y a également beaucoup de jeunes qui sont arrachés à la vie et vous ne changez jamais de stratégie en ce qui concerne la manifestation. Écoutez, comment vous dites que nous ne changeons pas de stratégie? Nous avons utilisé plusieurs stratégies dans notre combat. Il y a des moments, d'abord l'opposition guinéenne a toujours été le camp qui a demandé toujours un dialogue. Vous comprenez? Nous avons utilisé le lobbying, nous avons utilisé les démonstrations de rue, nous avons utilisé des meetings, on a utilisé des sittings, mais l'arme fatale que vous avez, ce sont les manifestations de rue. Écoutez, c'est celle-là qui se fait entendre. C'est la seule arme qui se fait entendre dans notre pays. Écoutez, on a un président qui, pour respecter même l'article 1er de la Constitution, il faut que les gens marchent. Vous comprenez? Pour respecter les Guinéens dans leur diversité naturelle, il faut qu'on marche. Pour aller à une élection pourtant prévue avec des délais légaux, il faut qu'on marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Qu'on croise les bras? Parce que si on croise les bras, eh bien, la situation sera pire que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, parlons notamment pour cette dernière question qui concerne la première partie, c'est un peu l'aspect de la gestion et de l'encadrement des manifestations politiques qui parfois dégénèrent. Selon les observateurs, il y a quand même des reproches qu'on peut faire aux deux côtés. Vous, les acteurs politiques qui ne brillent pas dans l'éducation civile de vos militants, mais également des forces de l'ordre qui brillent par des actes non recommandés selon les principes établis en la matière, notamment ce qui concerne l'encadrement des manifestations. Vous, en tant qu'homme politique, quel est votre jugement sur la question?
D'abord, aucune manifestation n'a été organisée de manière violente par l'opposition. L'opposition a toujours éduqué. Mais vous avez des militants qui s'attaquent à des voitures, qui saccagent. C'est le dernier cas illustratif, c'est ce qui s'est passé du côté de la baie. On a vu des bâtiments administratifs saccagés. C'est ce qu'on dit. Je crois avant, on a dit vos partisans sont partis jusqu'à même exiger le départ du préfet et du gouverneur. Non, exiger le départ du gouverneur et du préfet, c'est pas seulement à la baie que ça s'est fait. Chez moi, à Guékédou. Écoutez, à Guékédou, le premier préfet qui a été chassé à Guékédou, c'était un Milimono. Ensuite, c'était un Keïta. En fait, c'est une structure coloniale qui appelée à disparaître. Coloniale, vous voulez dire? Ces histoires de préfets, de gouverneurs, de sous-préfets, qui sont des tutelles, qui asphyxient réellement les pouvoirs locaux, c'est une structure avec laquelle les Guinéens ne vivent plus convenablement. Et donc, dans toutes les préfectures, il n'y a pas une seule préfecture en Guinée où les Guinéens n'ont pas demandé le départ du préfet, n'ont pas demandé le départ d'un sous-préfet, le départ d'un gouverneur. Donc, ce n'est pas nouveau que cela se soit passé à la baie. Ce n'est pas faire de la violence quand on dit chose à un préfet qui ne fout rien pour la localité. Il n'est là que pour donner l'ordre aux policiers et aux gendarmes, n'est-ce pas, d'aller tuer. On a écouté Madifine, parce qu'il faut parler de la baie. Évidemment. On a écouté Madifine. Qui est parti jusqu'à parler de guerre. Traiter des rebelles d'islamistes. Voilà, qui a traité les gens. C'est un tortionnaire depuis le premier régime. En fait, c'est parce que les gens n'ont jamais fait face à la justice que nous voyons des esprits comme ça risqués dans notre système public et qui nous amènent de mal en pire. Sinon, Madifine Diané, si c'était dans un pays sérieux où la justice existait, il devait être derrière les barreaux, plutôt que gouverneur quelque part dans une partie quelconque de la Guinée. On va essayer d'aller désormais à la pause de cette émission Starcom consacrée essentiellement à l'annonce du report de la date des élections législatives annoncées par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Il faut dire que dans cette deuxième partie, nous reviendrons largement sur cette annonce du chef de l'État qui est commentée et suscite beaucoup de réactions des acteurs politiques. Mais on revient juste après ça. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. De retour sur ce plateau de l'émission Starcom qui reçoit pour vous Dr Faya Milimono, et aujourd'hui il est question notamment de la réaction des acteurs politiques suite à l'annonce du report de la date des élections législatives. Alors docteur, on va ouvrir désormais la boîte à Pandore de la crise politique guinéenne qui notamment brille autour de l'organisation des élections législatives. Il faut dire qu'il y a eu quand même une annonce qui reste, qui fait l'objet de beaucoup de commentaires au niveau des acteurs politiques. C'est ce report de la date des élections législatives qui était initialement prévue pour le 16 février. Désormais, on nous parle du 1er mars 2020. Quelle est votre observation sur cette annonce? Je crois qu'il faut commencer par rappeler que la première date qui avait été fixée pour ces élections était le 28. Oui. Alors, je crois qu'il apparaît clairement que le professeur Alpha Condé, après avoir constaté une fois, deux fois, trois fois que son parti était une minorité dans le pays, malgré toutes les falsifications des chiffres qui ont été faites, a choisi désormais d'avoir, n'est-ce pas, la possibilité de se doter d'une Assemblée nationale qu'il peut contrôler à 100%. Il a déjà le contrôle de toutes les autres institutions. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, c'est comme une boîte qui relève de la présidence. Si Alpha veut faire quelque chose, ou la CENI veut faire quelque chose dans le cadre des élections, il suffit d'appeler. On leur dit, vous êtes déjà autorisé, on va vous envoyer l'arrêt après. Donc, les institutions sont aujourd'hui dans la poche du professeur Alpha Condé. La seule institution qui échappait en partie
au contrôle absolu du professeur Alpha Condé, c'est l'Assemblée nationale. Alors il a imaginé la situation. En 2018, rappelons-le, on devait avoir des élections législatives. On ne les a pas eues parce que la réflexion n'avait pas encore atteint le point où il pouvait trouver la solution magique, comment mettre de côté tous les autres acteurs pour aller, le RPG seulement, et les quelques petits partis satellites autour du RPG et se doter d'une assemblée monocolore. Alors, il a commencé cela comment? En instruisant au Premier ministre et au président de la CENI d'organiser les élections au courant de l'année 2019. On était déjà dans le dernier trimestre de l'année 2019. Et cela, il a fait cette annonce après que la CENI ait invité les acteurs politiques à Kindia pour réfléchir sur le processus électoral à venir au regard de l'audit qui avait été fait. L'audit qui a recommandé, recommandation principale, que les 6 millions et quelques dans le fichier, parce que 3 millions au moins ne sont pas dédoublonnés, parce que 1,5 million au moins n'ont ni photo ni empreinte digitale, donc l'audit a recommandé qu'il y ait un retour, une présence physique de tout le monde devant les cartes. Et également, l'audit, considérant que tout le monde devait revenir devant les cartes, il y avait aussi tous ceux qui ont eu 18 ans en 2016, en 2017, en 2018, en 2019. Et naturellement, tous ceux qui ont perdu la vie pendant toute cette période de temps. Le volume de travail était important. Sachant cela, à Kindia, il y avait un projet technique. Non, ouais, il y avait un projet de chronogramme qui prévoyait plus de 200 jours pour nous permettre d'aller à des élections inclusives et apaisées. Alors, il fallait simplement mettre ça de côté, imposer à Québec d'organiser les élections dans les 2 mois qui allaient suivre. Alors, tout ce qui devait être fait en 3 mois doit être fait en 20 jours ou en 15 jours. On a violé tous les délais légaux. Sachant qu'en violant systématiquement tous les délais légaux et en fixant des dates de façon fantaisiste, l'opposition ne va pas suivre. Voilà la solution magique trouvée par Alpha Condé et son équipe. Donc, la première date, c'était le 28. Vous nous avez posé la question, nous avons dit, il n'y aura pas d'élection le 28. Chacun de vous a douté de ce que nous disions. À l'époque, on n'était pas trop sûr. Alors, je crois que vous devez commencer à nous croire. Parce que quand on a dit qu'il n'y aurait pas d'élection, vous ne nous avez pas cru. Eux-mêmes, sans que l'opposition ne fasse quoi que ce soit, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tenir les élections le 28. Ils sont allés acheter le machin qu'on appelle l'OIF, pour que l'OIF vienne nous dire ce que même un enfant de l'école primaire connaissait déjà. On parlera de l'OIF dans l'aspect technique, notamment de ces reports. Alors, il y a cette question sur laquelle je voudrais également avoir votre avis. Est-ce que cette annonce du report, parce qu'il faut dire quand même ça fait suite à l'engagement des leaders religieux d'obtenir une certaine médiation pour l'apaisement et à la paix, est-ce que ça n'en valait pas la peine que le président puisse donner une chance à la paix? Écoutez, d'abord, la décision du report est purement technique. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte pour la deuxième fois que les élections ne pouvaient pas se tenir le 16 février. De la même manière qu'ils ont constaté que les élections ne pouvaient pas se tenir le 28, ils sont allés demander les services de l'OIF, qui est venu faire une conférence de presse pour dire ce que nous savions déjà. Ils ont fait appel, retenez très bien, dans une de ses communications, le président de la République a invité les leaders religieux à s'impliquer. Oui, c'était la main tendue du président pour dire notamment. Alors, c'était une manière d'amener les leaders religieux dans le jeu, comme il a amené l'OIF dans le jeu. Alors, si il a suffi que cette déclaration des leaders religieux apparaisse, n'est-ce pas, pour qu'il engage. En fait, tout ça, c'est de la comédie. Donc, vous ne pensez pas que c'est au nom de la paix? Non. Ça n'a rien à voir avec la déclaration des religieux. Parce que, premièrement, quand les religieux nous ont rencontrés, ils ont demandé 2 choses. La première, que les élections soient suspendues pour permettre une négociation devant aboutir à l'organisation des élections libres, transparentes,
inclusive. Alors, si vous permettez, docteur, on va aller sur le terrain désormais avec cet appel que avec l'intervention de M. Mohamed Cissé. Je rappelle qu'il est le président du parti PDC, un parti qui participe à ces élections législatives malgré l'annonce notamment du retrait des poids lourds de l'opposition. Monsieur Cissé, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Star 21 et de l'émission Starcom. Alors, M. Cissé, il faut le dire quand même qu'il y a eu de la nouveauté en ce qui concerne l'organisation des élections législatives de 2020. Finalement, le chef de l'État, dans un décret pris ce mardi, finalement a décidé de reporter la date du scrutin qui était prévue pour le 16 février. Désormais, on parle du 1er mars 2020. Vous, en tant que parti qui participait à ces élections malgré le retrait de l'opposition, comment est-ce que vous accueillez, quelle est votre réaction sur cette annonce de report? Mais par rapport au report, je pense que des arguments ont été placés. Et on nous a parlé de la distribution des cartes d'électeurs. Ouais. Et d'après le code électoral, quand même, la distribution des cartes d'électeurs doit commencer 30 jours avant le scrutin lui-même. Et ceci dit, on était à moins de 2 semaines des élections, et alors que la décision n'avait pas commencé. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse reporter quand même les élections. Techniquement, ce n'était pas possible. Alors il faut dire que parmi vous, il y avait des partis également qui exigeait à ce que la CENI puisse notamment prendre des dispositions par rapport à la mise à disposition de la subvention pour la participation à ces élections. Quelle est la situation que prévoyez-vous en termes notamment d'exigence par rapport à l'institution en charge des élections en Guinée? Non, par rapport à la subvention, je ne sais pas. Nous sommes en train de travailler sur le terrain et il est tout à fait normal qu'à une élection nationale qu'il y ait la subvention. Est-ce que ça a été débloqué au niveau de l'État? Nous comprenons maintenant que oui, tous ces retards-là, c'était pour faire en sorte que les 2 élections soient couplées. C'est ce qui a été annoncé hier. Tous les retards maintenant-là sont justifiés par le décret qui a été pris hier. Voilà, c'est dommage pour notre jeune démocratie. Alors, il y a la nouvelle formule désormais parce que avec le couplage, vous, au départ, vous êtes engagé dans ce processus pour des élections législatives, mais désormais, on parle de couplage. Et si vous participez à ces conditions-là, c'est que vous cautionnez l'éventualité du projet, notamment de l'adoption du projet de nouvelle constitution qui pourrait aboutir à un 3e mandat d'Alpha Condé. Non, je ne sais pas ce que vous appelez cautionner. Vraiment, peut-être qu'on ne parle pas le même français. Maintenant, ceux-là qui vont cautionner, c'est ceux-là qui vont voter pour le oui. Ce sont ceux-là qui vont cautionner quand même l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais si vous votez non ce jour-là, je pense que vous ne cautionnez pas. Ceci dit, couper les élections, je pense que c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce qu'il est tout à fait chose normale? Est-ce qu'il est opportun de coupler l'élection législative au référendum? Là est le débat. Est-ce que c'est opportun alors selon vous? Quelle est votre position sur cette question? Non, je vous ai dit, le PDC s'est engagé pour des élections législatives. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas de caution pour un référendum. Un décret a été pris pour le référendum. Nous avons payé des cautions pour participer aux élections législatives. C'est ce qui nous intéresse pour le moment et tout le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, c'est dans ce sens. Alors, cette dernière question avec vous, M. Cissé, cette dernière question avec vous, M. Cissé, c'est un peu l'aspect technique de ces élections, parce qu'il faut dire qu'il y a eu 2 reports. Techniquement, vous savez qu'il y a eu beaucoup de couacs enregistrés au niveau des opérations d'enrôlement et d'assainissement du fichier électoral. Est-ce que selon vous, nous sommes déjà au mois de février, d'ici le 1er mars, tout pourrait être notamment évacué en termes notamment de dispositions techniques pour aller à une élection transparente et pour que les résultats soient crédibles et acceptés de tous?
Non, j'ai pas l'habitude de me prononcer dans les compétences des uns et des autres. Techniquement, je n'organise pas d'élection. Je suis candidat et je suis avec le parti. Nous sommes candidats aux élections. Techniquement, l'affaire technique revient à la CENI. La CENI a demandé 2 semaines supplémentaires pour organiser des élections crédibles et transparentes. Pour ce qui est du fichier électoral, moi je vous ai dit, la Guinée peut continuer 100 ans tant que nous n'avons pas des documents d'état civil, c'est-à-dire sécurisés, on n'aura pas un fichier électoral propre. Ça c'est clair et net, même si nous continuons 10 ans. Le vrai défi, c'est qu'il faut faire de telle sorte qu'on ait des documents d'état civil sécurisés. Si on a ces documents d'état civil sécurisés, je pense qu'il n'y aura pas de débat autour du fichier électoral. En France, les partis politiques ne se retrouvent pas pour discuter du fichier électoral. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ça se fait chez nous parce que réellement, on peut se faire un essai de naissance comme on veut. Vous voulez aujourd'hui un essai de naissance dans lequel vous avez 25 ans, vous allez le faire. La même commune, vous pouvez repartir le lendemain pour vous faire un essai de naissance où vous avez 18 ans. C'est comme ça se fait. Les papiers se font en Guinée selon nos besoins. C'est ce qui est tout à fait anormal. Et c'est ce qui entraîne ce débat-là autour du fichier électoral. Il faudrait que nous soyons en mesure de situer le problème et qu'on puisse apporter des solutions. Et la solution pour le fichier électoral en Guinée, il faudrait que nous ayons des documents d'état civil sécurisés. C'était M. Mohamed Cissé dans cette émission Starcom. Je rappelle qu'il est le président du parti PDC. M. Cissé, merci d'être passé dans l'émission Starcom. Merci à vous. Alors, docteur, on revient avec vous pour parler désormais de l'aspect technique parce qu'il faut dire que nous sommes aujourd'hui le 5 février et nous parlons d'un scrutin qui est prévu pour le 1er mars. Au regard de tout ce que vous, l'opposition, vous avez reproché à la CENI et qui a même motivé votre retrait du processus électoral, est-ce que cette marge de manœuvre-là vous rassure pour que vous participez à ces élections? Non, le problème ne se pose pas en termes de participation de ceux qui n'ont pas déposé leur dossier. Ce qui a amené au fait que les gens ne déposent pas leur dossier, rien n'est en place. Premièrement, la question du fichier électoral. On nous a présenté un fichier qui est de n'importe quoi. 8 330 000 pour une population de 12 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts il y a 5 ans qui sont dans le fichier. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont moins de 15 ans qui sont dans le fichier. C'est de n'importe quoi. Vous comprenez? Ça, c'est une condition sine qua non. Et je crois que ce n'est ni l'UFDG, ni le Bloc libéral. Non, vous êtes un peu, c'est pas trop exigeant, vous faites du farce également, vous l'opposition, parce qu'il n'y a jamais une élection parfaite, docteur. On ne vous a pas dit qu'il y a une élection parfaite, mais on ne peut pas aussi participer à une élection n'importe laquelle. Vous comprenez? Je vous parle du fichier électoral, ça c'est une dimension technique. Dans aucun pays de la sous-région, je vous mets au défi de me trouver un pays de la sous-région dont le taux d'électeurs dans la population atteint 42%. Nous, c'est autour de 70%. Il y a beaucoup plus de naissances en Guinée en ces derniers temps. Ce n'est pas une question de naissance en Guinée. Les statistiques officielles nous disent quoi? Nous sommes 12 218. Allez sur le site de l'Institut national des statistiques, vous trouverez ce chiffre-là. Et vous trouverez également une autre statistique très intéressante, celle qui dit que la population guinéenne est à 51 et poussière pour cent, hein, moins en dessous de 18 ans. Ça veut dire que plus de 51% n'ont pas encore 18 ans dans cette population de 12 218. Quand on nous dit que les électeurs sont 8 330, c'est qu'il y a forcément 2 millions et quelques qui soit sont morts et qui sont là-dedans, ou n'ont pas encore l'âge qui sont là-dedans. Vous comprenez? Dans aucun pays de la sous-région, vous avez la Côte d'Ivoire qui a 26 millions d'habitants, le nombre d'électeurs tourne autour de 6 millions. Vous comprenez? Le taux le plus élevé, qui est autour de 41%, c'est le Sénégal. Nous sommes à 70%, n'est-ce pas, de choses. Monsieur Cissé parlait tout à l'heure de délais légaux. Est-ce que vous savez que légalement, si nous avions des institutions dignes de ce nom, il n'y a aucun candidat valable? Parce que la loi électorale dit, à son article 144, que pour les élections législatives,
le dernier délai pour le dépôt des dossiers, c'est 60 jours au moins avant le jour du scrutin. On avait fixé le jour du scrutin au 16. Et on a commencé à lancer la réception des dossiers seulement le 60e jour avant. Donc, tous ceux qui ont déposé 59e jour avant, 58e jour avant, jusqu'au 30 d'ailleurs, 40e jour avant, personne n'a déposé dans les délais, y compris le RPG. Alors, si vous permettez, docteur, on va aller à la pause avant de revenir désormais pour continuer le débat dans l'aspect technique de l'organisation du scrutin, désormais qui est prévu, si elle se tienne, bien évidemment, le 1er mars 2020, en ce qui concerne l'organisation des élections législatives en Guinée. On marque une courte pause et on revient juste après. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. De retour dans cette émission Starcom consacrée essentiellement à l'annonce faite par le chef de l'État portant un report de la date des élections législatives initialement prévues pour le 16 février. Désormais, si elles se tiennent, il faut mettre la condition, elles vont se dérouler le 1er mars prochain. Alors, vous parlez de l'aspect technique, docteur, de ces élections, en ce qui concerne notamment le délai imparti. Il est clair que tous les délais légaux ont été violés systématiquement. On n'est pas dans le cadre de la loi. En fait, Alpha a choisi de s'affranchir de la Constitution et les institutions ont choisi de s'affranchir également des lois. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui, ça se fait selon la volonté d'Alpha Condé. En fait, c'est ce qu'il veut. Ce qui veut dire, vous, malgré voilà, ce report, c'est pas possible que l'opposition revienne dans le processus. Le problème ne se pose même pas en termes de revenir dans le processus, dans la mesure où le report là n'a rien à voir avec une crise politique. Ce report, c'est un report qui ne dépend que de l'incompétence, de l'immoralité de la CENI et de tous ceux qui participent à l'organisation de ces élections-là. Ils ont projeté des dates qu'ils ont défendues avec toute l'arrogance nécessaire, mais leur incompétence les a empêchés de voir que les délais qu'ils avaient et qu'ils devaient respecter, le volume du travail qu'ils avaient à faire, ils ne pouvaient pas faire tout ce qui devait être fait pour aller à des élections, même bâclées. Même bâclées. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée que... Si on vous demandait par rapport notamment à, je sais pas, les conditions d'un éventuel retour de l'opposition, bon, l'opposition, il y a des partis également qui relèvent de l'opposition, même s'ils ne sont pas de l'opposition républicaine qui participent à ces élections pour un peu permettre aux Guinéens de souffler, parce que tant que vous n'êtes pas dans le processus, vous manifestez pour exiger votre prise en compte. Donc, quelles sont vos conditions? Nous ne manifestons pas simplement pour une prise en compte des partis politiques qui n'ont pas participé. Non, non, non. Ça serait complètement donner une compréhension erronée du fait que nous avons dit nous ne participons pas. Premièrement, il faut arrêter le processus pour que nous revenions d'abord à la lecture de des recommandations, n'est-ce pas, de l'audit. L'audit n'a pas été fait. Au lieu du report, à la place du report, il faut arrêter le processus. Parce que le processus est en train de se passer en dehors de tout encadrement légal. Ça, vous comprenez? Ça, c'est un. Lorsqu'on va se retrouver autour de la table, comme cela avait commencé à se faire à Kenya, eh bien, on va se poser la question, qu'est-ce que l'audit nous a dit? Il faut préciser par ailleurs que l'audit n'a pas été fait par l'opposition, ni par la mouvance. Ce sont les experts de l'OIF, ce sont les experts du PNUD, ce sont les experts de l'Union européenne qui ont été envoyés ici, qui ont regardé. C'est plus vous, on le sait. Non, mais c'est parce que l'OIF est en train de faire du n'importe quoi, parce que l'OIF. Pourquoi l'OIF a besoin de venir endosser un échec d'une élection dont elle n'a pas fixé la date? C'est avec arrogance,
avec mépris même pour le peuple de Guinée que ceux qui ont fixé la date du 28 l'ont fixé. Pourquoi venir se mettre là-dedans? Si ce n'est pas par la corruption, bon, il suffit qu'on leur donne quelques sous, ils viendront et diront du n'importe quoi. Vous pouvez considérer une telle organisation? Alors, non, sur vos conditions, vous parliez de la suspension du processus, l'ouverture d'un dialogue, notamment pour parler de tout ça, et quoi aussi? Une fois que le chronogramme consensuel sera élaboré, qui prend en compte les lois de la République, eh bien, nous allons dérouler le chronogramme et tout le monde sera dans le processus pour aller à des élections apaisées, propres, inclusives. Alors, parlant de cette annonce portant report de la date des élections législatives qui était prévue pour le 16 février, il y a également des réactions, comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, dans cette émission, mais on va aller avec notamment cet élément de reportage qui s'intitule Guinée législative, un nouveau report qui divise les politiques en Guinée. Le décret du président Alpha Condé repoussant les élections législatives au 1er mars 2020 est un non-événement au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Pas question de participer aux élections législatives avec un fichier corrompu, martèle Ibrahima Cherif-Ba, un des vice-présidents. Ce décret est juste fait pour arranger la série. C'est Assini qui a demandé un report. Nous voulons carrément que ces élections n'aient pas lieu de tout, parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Les législatives ne sont pas une priorité pour nous. Elles sont totalement inutiles. Que déjà également, il n'y a pas de référendum. On n'a pas de couplage. Pour nous, c'est des choses inutiles. Nos conditions sont claires. Premièrement, il faut que le professeur national Alpha Condé renonce à un 3e mandat. Il faut qu'on refasse un nouveau fichier électoral totalement assaini. Sans un fichier totalement assaini, consensuel, nous ne participerons pas à une élection. Toute personne, qu'elle soit députée ou chef de l'État, élue sur la base du fichier actuel, ne reflète pas la volonté du peuple de Guinée. Ce sera un usurpateur du pouvoir. Le parti PPD est l'une des rares formations politiques en course qui avait sollicité le report des élections législatives. Le décret du président de la République vient conforter leur position. Nous avons dit qu'il était important qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité. Bon, donner peut-être la chance à ceux qui ne sont pas venus jusque-là. Et si il y avait, par exemple, une ouverture pour qu'ils puissent participer, c'est à mieux. Donc, c'est toutes ces raisons qui font que j'ose espérer que, pour nous en tout cas, c'est comme si on a été entendu. C'était le vœu souhaité. Financièrement, nous sommes limités pour l'instant et j'ose espérer que la CENI va jouer son rôle maintenant pour qu'on puisse entrer en possession de ces ressources et continuer la campagne. Pendant ce temps, c'est la déception dans certains QG. Choqués par le report du scrutin législatif, plusieurs formations en course menacent de poursuivre la CENI devant les juridictions pour non-respect du calendrier électoral. Après s'être investis tant bien que mal pour la campagne électorale, certains candidats sont aussi désemparés. C'était la réaction également du parti du chef de file de l'opposition, Ella Tchelou Dalein Diallo, sur cette annonce de report. Alors, docteur, on va désormais nous accentuer à vous. Il faut le dire que, en termes de retrait du processus, vous êtes l'un des partis voilà, les plus perdants parce que vous n'avez aucune expérience en termes d'élection, vous n'avez aucun député. Pourquoi vous persistez dans cette stratégie, notamment de boycott, qui ne vous rapporte rien? D'abord, nous avons participé à 2 élections depuis que nous avons formé notre parti politique. En 2015, nous étions candidats au présidentiel. Cela nous a permis de jauger, n'est-ce pas, le passage de notre message auprès des Guinéens. Et nous avons compris que le message du Bloc libéral était en train de passer, ce qui a fait que nous sommes arrivés en 4e position lorsque tous les commentateurs politiques qui n'ont rien servi, parce qu'au bout de fil, vous voulez être président de la République. Non, mais ça sert à quelque chose. Si aujourd'hui des élections sont libres, transparentes et crédibles, vous croyez que Alpha Condé peut gagner devant le président du Bloc libéral, par exemple? Vous croyez qu'un autre parti politique peut avoir un candidat qui peut battre un candidat du Bloc libéral? Non. C'est pourquoi nous exigeons. Boycott? Non,
Aux élections communales, vous avez refusé de participer. Nous sommes allés aux élections communales. Oui, mais... Au cas où oui, mais on le sait. Nous avons participé aux élections communales. Nous avons eu un nombre d'élus qui nous place encore une fois en 4e position sur l'échiquier politique en 2008. Non, je parle des élections législatives de 2013. 2013, nous venions d'abord d'être légalisés après de hautes luttes. Et nous avions vu que les conditions non plus n'étaient en place pour ces élections-là. Nous n'avons pas regretté de ne pas être à l'hémicycle, qui n'a de bilan aujourd'hui qu'une loi qui autorise les gendarmes, n'est-ce pas, zélés à tirer sur les Guinéens, et une loi qui autorise la polygamie. C'est tout. Dites-moi autre chose que la législature qui a duré 6 ans, hein, avec 1 an en situation de péremption. Hein? Dites-moi quel est le bilan. Pourquoi vous ne pouvez pas profiter de cette situation? Non, une élection dans laquelle il n'y a pas cellule électorale, il n'y a pas UFDG, il n'y a pas UFR. Le BL profiter de la situation. Non, le BL n'est pas en politique pour profiter d'une situation. Nous sommes un grand parti. Il y a des journalistes qui ont dit alors les petits partis devaient profiter. Notamment le BL. Nous ne sommes pas un petit parti pour profiter des situations où les partis majeurs, nous sommes un parti majeur. Un parti important de ce pays. On ne va pas aux élections pour profiter d'une situation. Nous allons pour compétir, présenter de vrais candidats aux Guinéens qui ne sont pas des bandits, qui ne sont pas des délinquants, qui sont des gens qui ont la maturité capable de défendre les Guinéens. Donc, on n'est pas un parti qui est dans ce que vous appelez profiter de la situation. Non. On ne profite pas de la situation. Nous sommes dans un combat pour les valeurs guinéennes. Alors, puisque vous dites que le BL est un grand parti, il faut dire quand même qu'en ces derniers temps, il y a une sorte, je mets ça entre griffes, de crise de fonctionnement de votre parti. Selon les informations que nous avons reçues, il y a une sorte de chasse aux sorcières adressée contre une communauté qui occupait des postes, notamment de hauts postes dans la structure de votre parti, aujourd'hui qui se voit presque à la touche. Est-ce qu'il y a une sorte de règlement de compte avec notamment les départs, notamment au sein de votre parti aujourd'hui? Certains se retrouvent notamment face à la colère du président Dr Faye Milimono. Je me demande de quoi vous parlez, de quelle communauté vous parlez. Je crois qu'il faut être un peu plus explicite dans la question. Parce qu'au BL, on ne parle pas de communauté là. Nous parlons des Guinéens. Moi, je vais être clair. Avec la démission de Aliouba, mais qui ça était passé. Oui, j'appelle, oui. Aliouba était le directeur de communication. Voilà. Vous voulez dire que l'esprit de Aliouba, il y a certains militants de vos partis. Aliouba n'a pas quitté le bloc libéral parce qu'il est peul. Non. Il n'a pas quitté. C'est parce qu'il n'a pas respecté les statuts et le règlement intérieur que nous avons adoptés ensemble. Donc, au BL, on ne parle pas de communauté. Celui qui vous l'a dit, c'est de la pure diffamation. Parce qu'au BL, les gens ne quittent pas parce qu'ils sont discriminés sur la base de l'ethnie. Et au BL, on ne parle pas d'ethnie. Moi qui vous parle, je suis guinéen et tous ceux qui sont au sein du BL, ce sont des Guinéens qui se battent pour le BL, pour la Guinée. Donc, il n'y a pas de communauté au sein du BL. Alors, restons sur votre personnalité. Il faut dire que beaucoup d'informations circulent à chaque fois qu'il y a crise, pendant que l'opposition est dans la hargne. Vous êtes disposé à rencontrer le président de la République, même s'il n'y a pas d'opportunité. Et selon les informations qu'on a reçues, en ces derniers temps, il était question que vous rejoignez le président Alpha Condé, mais à condition que, parce que vous étiez prévu notamment pour le poste de ministre du ministère de l'Éducation, vous voulez, selon les informations, que ce ministère soit combiné à l'enseignement supérieur. C'est ce qui a fait que finalement vous n'êtes pas parti rejoindre le camp présidentiel. D'abord, qu'est-ce que justifie vos visites pendant des moments où l'opposition n'est pas d'accord avec le régime? Vous êtes disposé à rencontrer Alpha Condé? D'abord, la rencontre avec le président. Nous sommes un parti politique engagé dans la conquête du pouvoir pour diriger ce pays autrement. Il est par principe au sein du BL que lorsque le président de la République appelle le leader du BL pour une rencontre, nous l'écoutons. Pourquoi c'est le BL qui a appelé à chaque fois, docteur? Mais écoutez, vous voulez dire vraiment, si vous êtes dur avec Alpha Condé. Attendez. Je ne veux pas vous cataloguer, être un journaliste assez biaisé. Parce que si tu prends les leaders politiques qui ont été rencontrés le professeur Alpha Condé, et vous les classez selon le nombre de fois, ça a indigné l'opinion.
Indigné quelle opinion? Oui, parce que ça n'a indigné aucune opinion. Nous avons rencontré, depuis que Alpha Condé est au pouvoir, nous l'avons rencontré 3 fois. Il y a des partis qui l'ont rencontré 10 fois, 15 fois. Il y a des partis même qui ont pris des positions avec le bloc, avec Alpha Condé. Non, c'est que c'est pas un événement. Il n'avait pas de ligne. Les journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui ont le biais. Le biais, d'abord, c'est de penser qu'il y a une opinion. Ça fixe l'opinion parce que vous suscitez une certaine crédibilité. D'abord, notre crédibilité n'est pas du tout c'est ce qui fait que ça suscite des commentaires. Ce que j'ai toujours dit au peuple de Guinée, c'est que le fait de rencontrer le président Alpha Condé, si je dois changer ma conviction parce que j'ai rencontré le président Alpha Condé, alors jurez que je n'avais aucune conviction. Vous comprenez? Il est de notre politique, de notre ligne politique de dire, si Alpha Condé nous appelle, il est le président de la République, c'est d'abord l'institution. Je peux être demain le président de la République. Je suis obligé de parler avec tous les Guinéens, y compris ceux qui sont opposés à moi. Ceux-là vont refuser de me rencontrer parce qu'ils sont de l'opposition. Non. Nous allons nous le rencontrer. Et pourquoi vos rencontres ne sont pas officiellement annoncées? Écoutez, est-ce que toutes les rencontres que tous les leaders politiques guinéens ont eues avec Alpha ont fait... Non, attendez, parce que ça quand vous parlez le plus souvent. D'abord, aucune rencontre, à part peut-être une ou deux, qui concernait le chef de le chef de file de l'opposition, aucune rencontre de candidat politique ou social avec le président de la République n'a fait l'objet d'annonce. Donc quand vous dites c'est vous seulement, encore une fois je vois le biais. Alors ne pensez pas que vous savez le problème, c'est un biais que les gens ont. Il y a même des militants de partis politiques dont les leaders reçoivent de l'argent d'Alpha et qui critiquent le BL simplement parce que son leader a été voir le président Alpha. Vous comprenez? C'est ça où nous trouvons le biais. Et le poste ministériel, le BL, pourquoi vous l'avez refusé? Écoutez, d'abord, quand je vous entends parler, je demande aux médias dans notre pays d'être plus professionnels. J'étais à Washington. J'écoutais un jour une émission de grande écoute où les gens parlaient de moi, d'une proposition de poste de ministre qui m'a été faite, que j'ai acceptée. Ils sont allés jusqu'à décrire les circonstances dans lesquelles je prendrais fonction. J'étais assis dans mon salon à Washington en train d'écouter ça. J'ai dit, mais pour un journaliste professionnel, pourquoi ne pas prendre le téléphone? C'est ce que nous faisons là. Attendez, pour un journaliste professionnel, prendre le téléphone, Faya étant le premier concerné, si on dit que Faya sera dans un gouvernement, le premier concerné, c'est donc Faya. J'appelle Faya. Il paraît que vous serez dans un gouvernement. Ouais. Mais qu'on ne le fasse pas, qu'on invente. Ça, c'est une insulte à l'intelligence de vos auditeurs et de vos téléspectateurs. Malheureusement, donc, il n'y a eu aucune proposition par rapport à laquelle une contre-proposition a été faite. Il y a eu des propositions qui ont été faites au président du Bloc libéral que je suis. J'ai dit non. Alors, docteur, si aujourd'hui vous étiez à la place d'Alpha Condé, quelle pouvait être notamment l'invite ou les démarches à suivre pour sortir de cette crise en 1 minute? D'abord, je respecterai la loi. Parce que Alpha Condé est le seul qui a juré sur la Constitution de la respecter et de la faire respecter. Ce qu'il ne fait pas. Deuxièmement, savoir que diriger un pays, ce n'est pas une question de passion. Il met trop de passion dans la façon de diriger la Guinée. Il met trop de népotisme dans la façon de diriger la Guinée. Il met trop de corruption dans la façon de diriger la Guinée. Toutes choses contraires à la vision du Bloc libéral. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans l'opposition. Pas parce qu'un autre est dans l'opposition, mais parce que nous croyons que la manière dont la Guinée est en train d'être dirigée, ça ne peut nous amener qu'aux crises. Dites-moi la seule année depuis que Alpha est au pouvoir qu'on n'a pas connu de crise, qu'on n'a pas connu de mort d'hommes, qu'on n'a pas connu de choses de risque d'affrontement interethnique dans notre pays. C'est à l'antipode de la vision du Bloc libéral. C'est pourquoi je dis, et vous me permettrez en une seconde de dire quelque chose. Allez-y. À tous ceux qui sont des militants convaincus et des sympathisants du Bloc libéral, tous ceux qui voient l'avenir de ce pays, même si vous entendez que Faya Miremono a rencontré Alpha, restez serein. Parce que nous préférons, nous, au BL, regarder le président dans les yeux et lui dire, votre proposition, nous disons merci,
mais nous ne l'apprenons pas. C'était Dr Faya Milimono, président du parti Bloc libéral, qui s'adressait au président de la République. Il faut le dire que c'était également suite à l'annonce du chef de l'État du report de la date des élections législatives qui sont désormais annoncées pour le 1er mars 2020. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci, vous qui avez éprouvé de plaisir à nous suivre, et à bientôt sur la télé du 21e siècle.